Ok, on reprend avec notre cours sur la connexion. Cela m'a donné le temps de prendre une gorgée d'eau. La gorge était déjà sèche et bien évidemment, c'était difficile de tenir. Ok, bon, sur la connexion, j'ai dressé une série d'étapes à partir de la lecture de la documentation. Je vous l'ai dit, la documentation, elle est ici. Vous verrez bien détaillé. Et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à ce code. Et je vous l'ai dit, il est très important lorsque vous êtes développeur de vous en tenir à la documentation. Alors, les étapes que j'ai définies, la première étape, il s'agit d'importer Mongo client. Si vous jetez un coup d'œil à la documentation, vous verrez que c'est ce qui est fait. On importe Mongo client. Après, la deuxième étape, il faut établir l'URL de connexion. L'URL de connexion à notre URI, à notre cluster, je veux dire. Je vais faire beaucoup de lapsus. Ce n'est pas évident. Et vous verrez bien que cette étape aussi est abordée là-dessus. Maintenant, il faut créer, pour notre cas, parce que notre objectif, c'est connecter notre application à notre base de données. Et il faudrait que l'on se connecte d'abord à notre cluster. Parce que, vous savez, le cluster est au-dessus de la base de données. Et la base de données est au-dessus de notre collection. Notre collection, oui, notre collection qui rassemble des données. Vous voyez bien, si je peux ouvrir, vous voyez. Donc, c'est hiérarchique. Nous avons notre cluster, nous avons notre base de données et nous avons notre collection. Donc, il faut d'abord que j'établisse la connexion avec notre cluster. Après, je dois établir la connexion à notre annonce logement qui est notre base de données et puis test annonce qui renferme toutes nos données. Donc, c'est ainsi que je dois gérer la connexion. Mais ceci avec du code. Donc, il faut importer Mongo client, il faut établir l'URL de connexion et il faut créer notre fonction de connexion. Et à l'intérieur de notre fonction de connexion, il faut que je connecte notre client ou application. Notre application à notre cluster. Il faut que je connecte la base de données. Il faut que j'obtienne les données ou que je me connecte à nos données. Donc, nous allons aller pas à pas. Alors, pour la connexion de l'importation de client, moi je ne réfléchis pas. Je vous ai dit que je n'étais pas là pour réfléchir. Mais bon, je fais juste copier et du coller. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes qui aiment bien quand on tape, mais pourquoi compliquer la vie quand on peut faire simple? Alors pour l'URI, je l'ai défini comme je vous ai dit, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment cela se faisait, je l'ai fait. Normalement, ce mot de passe est confidentiel. Et j'ai mis cela. Il y a une chose, ce n'est pas une bonne pratique d'inscrire directement le mot de passe. Et dans les vidéos suivantes, nous allons présenter comment les choses se font. Professionnellement, il y a un fichier concret, le fichier .env, qui contient tous nos variables d'environnement. Et dans ce fichier, on inscrit en grande partie, c'est dans ce fichier qu'on inscrit le mot de passe, le nom de la base de données ou ceci, le nom d'utilisateur. C'est une pratique professionnelle et recommandée. Donc ce que je fais, bien sûr, ce n'est pas recommandé, mais pour qu'on avance dans le cours et pour qu'on comprenne comment les choses sont, je ne vais pas ajouter une dose de complexité. Mais plus devant, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment les choses se font, comment on crée le fichier .env qui renferme tous nos mots de passe et surtout comment cela s'ajoute à gitignore que nous n'avons pas créé ici. Et lorsqu'on veut faire du push de notre base de notre fichier local vers un hébergeur remote comme GitHub. Bon, ça ce sont des pratiques que je présenterai dans les vidéos suivantes, mais pour l'instant, pour avancer, n'ajoutons pas trop de doses de complexité sur ce qui est déjà complexe, surtout que
Moi-même, j'ai du souci à tenir. Alors, nous allons créer maintenant notre fichier de connexion. Et en cela, vous voyez bien dans la documentation, c'est un fichier async. Pour cette partie, j'ai préféré l'inclure ici et je vous expliquerai plus tard. Un fichier async. Tout simplement parce que, bien évidemment, on ne voudrait pas bloquer le flow d'exécution pour JavaScript. Et compte tenu que nous nous connectons à une base de données distante, nous nous connectons à un serveur distant, nous ne savons pas le temps que cela peut mettre pour assurer la connexion et nous renvoyer les données. Il est important à ce moment de passer par une fonction asynchrone. Dans la mesure où on ne doit pas bloquer le flow d'exécution de notre serveur node pour cause de connexion à un serveur dont nous ne maîtrisons pas les spécificités ou les modalités. Pour ce cas, je l'ai dit, si vous n'avez pas de base, cela est très compliqué. Mais si vous avez des soucis dans la compréhension pourquoi ce choix a été fait de passer par une fonction asynchrone, moi, j'ai toujours conseillé pour ceux qui ont des difficultés à JavaScript de suivre tous les cours de Will Sentence. Je vous assure, Will Sentence. Ok, vous voyez bien Will Sentence. C'est le CEO de CodeSmith qui est un beau terme très à la mode. Bon, par le passé, j'ai essayé de rentrer dans ce beau terme et je vous assure, ce n'est pas facile. Ok, Will Sentence, je vous assure, allez, payez même un mois pour accéder à Front End Master et allez juste suivre tous ces cours. Je dis bien tout, que ce soit la nouvelle version de Hardpat, toutes les autres versions, le Functional JavaScript, Hardpat Server Node. Ici, là, vous allez beaucoup comprendre des choses, que ce soit la programmation orientée objet ou le NewPath pour d'autres fonctionnalités de JavaScript, notamment vous verrez Async Await ici. Très intéressant. Commencez par ici. Moi, je vous recommande de suivre tous ces cours. Vous allez comprendre JavaScript du bout des doigts. Ok, donc on laisse d'abord ce petit intermède et on revient à notre cours. Je l'ai dit, c'est la même pratique que je vais employer et je vais juste passer par la création de cette fonction que je vais appeler ConnectDB, qui veut dire connect base de données. Et bien évidemment, voilà notre fonction de connexion. Je vais copier les différentes étapes que je dois faire et coller là à l'intérieur. Alors, première étape, je dis je vais connecter notre application. Alors, je vais créer ce que je vais appeler client. Je vais dire await. Bien évidemment. Await mongo client .connect. Entre parenthèses, tu as l'URI. Et puis tu as et puis tu as ceci. En fait, c'est ça. J'ai oublié le dernier crochet ici. C'est ça le défaut quand on copie et on colle. Ok, donc voilà la première partie. Je mets await parce que voilà, c'est une opération à distance. En fait, je demande la connexion au cluster. Et ceci, ce sont des options qui sont demandées par MongoDB pour éviter les erreurs. Alors, vous pouvez aller dans la documentation pour comprendre pourquoi on recommande de mettre ces deux options. Mais si vous ne les mettez pas, bien évidemment, vous recevez un message d'erreur où on vous exigera de mettre cela. Ok,
Voilà, la connexion s'est faite entre mon application et le cluster. Maintenant, il faut bien évidemment que je puisse accéder à ma base de données que j'appelle DB. Je vais l'appeler DB est égal à client point, vous voyez bien, DB. Donc c'est une fonction qui est déjà offerte par MongoDB. Et lorsque vous mettez DB, cette fonction prend un paramètre. Vous voyez bien, cette fonction prend un paramètre. Et le paramètre doit être, vous voyez bien, ce qui est très intéressant avec VS Code, il met dbName. C'est-à-dire vous devez mettre le nom de votre base de données. Et il précise, ça doit être string, ça doit être le type. Ça doit être string, donc j'ouvre string et je mets le nom de ma base de données. Annonce logement. Je pense que je ne me trompe pas sur le nom. Je vais essayer d'éviter comment ça s'appelle. Ah bah oui, annonce logement. Ok. C'est tout. J'ai connecté ma base. Je suis connecté à ma base de données. Maintenant, ce que moi je veux faire, c'est que je voudrais que toutes les fonctions doivent retourner quelque chose. Je voudrais que cela me retourne mes données. Donc, je vais mettre return entre parenthèses. Si c'est entre parenthèses, ça doit me retourner. J'espère que je ne me trompe pas. Je vais l'appeler DB logement. En fait, j'ai déjà un DB logement. Je vais appeler ici DB logement 0 pour le départir. Moi, je voudrais maintenir le même nom. Alors, je l'appelle DB logement. Je mets 2 points. Et puis, je vais mettre... qu'est-ce que je dois mettre? DB point collection. J'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que je ne me trompe pas à ce niveau? Allons-y quand même. DB point collection. Dans tous les cas, si je me trompe, je vais essayer un peu. Je vois si je vais tester. Oui, la méthode collection existe à DB. Mais normalement, cela aurait dû me renvoyer ça ici. Ok, allons-y. DB collection. Parce que lorsque vous voyez bien que la méthode collection existe. Mais cela ne me propose pas ça. Mais bon, allons-y. Cette méthode, c'est la pareil à DB. Cela nous demande. Ah, en ce moment, cela reconnaît ça. Cela me demande de mettre le nom de la connexion. Je vais l'appeler test. Test annonce. Ok. Voilà ma fonction de connexion que j'ai terminée. Maintenant, je peux exporter ma fonction module. Bon, export égal. Je vais exporter cette fonction à la destruction. Voilà. Et puis là, c'est fini. Ok, voilà tout simplement ma fonction. C'est pas bon. Je vois un message d'erreur. Qu'est-ce que j'ai dû faire de mal? Il y avait un problème. Il trouve un souci. Ah oui, j'avais mis le point sans. Voilà, voilà ce qui est intéressant aujourd'hui avec les nouveaux éditeurs de code, du moins un éditeur de code comme VS Code. Ok, bon, je pense que j'ai fait le nécessaire et j'espère que je ne suis pas trop départi de... Les choses ne sont pas différentes de ce que j'ai présenté dans la documentation. Dans la documentation, j'ai utilisé try en await
run await avec mes try catch. Je ne vois pas trop de différence. Client.db. Bon, ça c'était pour tester si la connexion est établie effectivement avec la base de données. Bon, nous allons essayer de voir. Ok. Bon, je pense que j'en ai terminé avec cette partie. Et rendu à ce niveau, on ne peut pas vraiment savoir si j'ai bien établi la connexion, que ce soit avec le cluster, que ce soit avec la base de données, que ce soit avec nos données. Donc, le seul moyen d'avoir une idée claire de tout cela est simplement d'opérer un test. Et c'est ce que je vais faire dans la vidéo suivante, en testant si cela a été très bien fait. Ok, on se retrouve dans la vidéo suivante pour le test de la connexion de notre base de données.